Bonjour à toutes et à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, avant de débuter la présentation, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Alexia Joly, je suis actuellement actuaire en ALM au sein des assurances du Crédit Mutuel et j'ai réalisé mon alternance et donc mon mémoire, au sein du cabinet Actuelia. Alors mon mémoire s'intitule «Toba, remontée des taux, quel avenir pour les fonds euros?» et pour essayer de répondre à cette problématique, ma présentation aujourd'hui sera divisée en 5 parties. Donc dans un premier temps, je vais faire un retour sur le contexte de taux actuel et sur la problématique des courbes de taux qui sont, associées pour les assureurs vie. Ensuite, je présenterai l'amélioration d'un générateur de scénarios économiques qui a été utilisé, pour les études, réalisées au sein du mémoire. La troisième partie, concernera la présentation de l'organisme qui a été étudié. Et enfin, les quatrième et cinquième parties, consisteront vraiment le cœur du mémoire, c'est-à-dire les impacts, à la fois d'une baisse des taux et un plan d'action associé, puis les impacts d'une hausse des taux et un plan d'action associé. Alors pour débuter donc, sur le contexte du mémoire, donc ce mémoire traite de l'assurance vie et notamment des fonds euros. Donc il convient de rappeler que, l'assurance vie, elle se place comme le premier moyen d'épargne des Français, donc c'est le placement préféré des Français avec, en décembre 2021, un encours de 1 876 milliards d'euros. D'autre part, on sait que, l'assurance vie est très sensible à la courbe des taux, puisque la courbe des taux, elle impacte à la fois son actif avec le rendement des actifs, mais également le passif avec l'actualisation des flux futurs au taux sans risque. Et donc pour remettre dans le contexte tel qu'il était lors de la réalisation du mémoire, c'est-à-dire, lors du premier semestre 2022, nous étions donc depuis assez longtemps dans un contexte de taux bas persistant, qui a entraîné une forte diminution du rendement des fonds euros. Donc c'est ce qui est visible sur la figure de gauche, où on peut voir donc que le rendement du fonds euro en 2021 est à 1,30 contre, par exemple, en 2010, environ, en moyenne 3,40 de rendement moyen sur les fonds euros. Donc par conséquent, du fait du contexte de taux bas persistant et de la baisse du rendement moyen des fonds euros, les assureurs, ont pu, peiner à servir des taux acceptables à leurs assurés et ont même parfois été en difficulté pour servir le TMG, notamment sur, les contrats anciens qui bénéficient de TMG élevés. Pour faire face à, cette, baisse du rendement moyen des fonds euros et et donc pour transférer de plus en plus de risques vers les adhérents, les assureurs vie ont incité leurs adhérents à investir majoritairement dans les supports en unités de compte et c'est ce qui est visible sur la figure de droite où en 2021, on a 44 de la collecte brute à destination des unités de compte, qui est un niveau qui n'avait jamais été atteint auparavant. D'un autre côté, depuis donc, le début de l'année 2022, on observe une, hausse des taux assez brutale qui, même si, elle peut paraître, meilleure pour les organismes d'assurance vie, elle n'est pas non plus sans risque et elle entraîne de nouvelles problématiques. Notamment, on a une certaine inertie dans le portefeuille qui, conjuguée à, un risque de taux un risque de rachat, pourrait entraîner de fortes pertes pour les assureurs. Donc c'est dans ce contexte-là que se plaçait, mon mémoire lors de sa réalisation lors du premier semestre, 2022 et à partir de ce contexte, l'objectif du mémoire, c'était d'évaluer les différents impacts de la courbe des taux sur un organisme d'assurance vie et de mettre en place certains leviers. Alors avant de rentrer dans, le cœur des études, donc les études d'impact, je vais tout d'abord parler, de la première partie du mémoire qui concerne l'amélioration d'un générateur de scénarios économiques qui a été ensuite utilisé pour les études d'impact. Donc pour rappel, un générateur de scénarios économiques, donc un GSE, ça permet de diffuser l'évolution des principaux facteurs de risque financiers auxquels l'organisme est exposé. Donc dans le cas du GSE qui est utilisé, au sein du mémoire, les facteurs de risque qui sont projetés, ce sont les actions, l'immobilier, les obligations, le taux et la corrélation. Ensuite, ce GSE, il vient en interaction avec un modèle ALM, c'est-à-dire un modèle de gestion actif-passif, qui permet de prendre en compte toutes les interactions entre actifs et passifs. Et finalement, avec un certain nombre de scénarios, de donner en output les indicateurs voulus, comme par exemple le best estimate. Alors, donc le GSE qui a été utilisé au sein de ce mémoire, c'est un GSE qui avait été créé et développé au sein d'un précédent mémoire, donc au cabinet Actuelia et la première partie de mes travaux, ça a porté vraiment sur l'amélioration, de ces GSE, hem,
donc l'amélioration sur 2 points qui sont le modèle de taux et la corrélation entre actifs. Donc d'abord pour parler du modèle de taux, le modèle de taux qui était précédemment implémenté dans le modèle de Vasicek était le modèle de Vasicek à un facteur, pardon. Ce modèle, il avait été choisi pour, sa facilité de calibrage et surtout pour sa faculté à reproduire les taux négatifs. Puisque lorsque le GSE a été créé, dans le premier mémoire, c'était un contexte de taux bas négatif. Cependant, ce modèle, il ne permettait pas de répliquer toutes les variations de la courbe des taux, et notamment les taux avaient tendance à être sous-estimés avant 15 ans et surestimés entre 15 et 30 ans. Donc ce sont ces observations sur le modèle de taux qui ont conduit à la mise en place d'un nouveau modèle de taux plus performant, qui est le modèle de taux de Lewis à un facteur. Ce modèle de taux, il a été choisi à la fois pour sa rapidité de calibrage, mais également pour sa faculté à reproduire tous les mouvements de la courbe des taux, ce qui constituait une limite majeure au modèle précédemment implémenté. Pour mettre en place le modèle de taux de Lewis à un facteur, j'ai dû réaliser un, un processus de calibrage donc pour trouver les valeurs de sigma et de kappa. Et ce processus de calibrage se base sur le prix des swaptions. Donc, j'ai dû minimiser l'écart quadratique entre prix empirique et prix théorique des swaptions pour trouver donc les valeurs de sigma et de kappa qui sont ensuite injectées dans l'équation du modèle de Lewis à un facteur. Une fois, le processus de calibrage réalisé, j'ai pu, obtenir donc une valeur de la courbe, qu'on peut voir donc sur la figure en orange qui est, la courbe calibrée par le modèle de Lewis et en comparaison avec la courbe des taux EIOPA du 31 décembre 2021, c'est-à-dire la courbe en jaune, on peut voir que ce modèle de Lewis a un facteur. Il permet de répliquer plutôt bien les variations de la courbe. On a donc en moyenne un écart de 0,012 entre ces 2 courbes, ce qui garantit une bonne réplication de la courbe des taux. Au niveau du GSE, on a donc avec, l'apport de ce nouveau modèle de White, une meilleure réplication et une volatilité plus importante également. Donc, ce modèle de White à un facteur permet de capter plus de scénarios extrêmes. Et au niveau des indicateurs donc de sortie de GSE et de sortie de modèle ALM, on a une hausse du best estimate et une baisse du ratio de solvabilité. Maintenant, la deuxième amélioration qui a été, apportée à ce GSE, c'est la mise en place de la corrélation entre actifs. La corrélation entre actifs, c'est une notion qui est généralement implémentée dans les GSE utilisés sur le marché, mais qui n'avait pas été implémentée, lors de la création du GSE. Donc c'est quelque chose que j'ai apporté au modèle et donc la corrélation a été calculée entre les actions, l'immobilier et le taux. Donc pour calculer la corrélation, je me suis basée sur, le coefficient de corrélation de Pearson que j'ai appliqué sur des historiques de données qui sont, des historiques, représentatifs en fait de l'Union européenne dans un but de cohérence avec la directive Solvabilité 2 et cela a permis de trouver une certaine matrice de corrélation, qui est quand même très dépendante des données sélectionnées. Puis, à l'aide, de la décomposition de Cholesky, j'ai pu générer, des aléas corrélés selon la matrice de données, la matrice de corrélation donnée en input, donc qui est actuellement à l'écran. Et ensuite, j'ai pu implémenter ces aléas corrélés dans les différents modèles de projection. Donc j'ai implémenté dans les modèles de Black-Scholes, pour l'immobilier et pour les actions. Puis j'ai implémenté dans le modèle de taux de Lewis à un facteur pour l'évolution du taux. Au niveau, du générateur de scénarios économiques et des indicateurs, on a un assez faible impact finalement, avec l'apport de cette corrélation entre actifs. Mais d'une manière générale, ça permet d'avoir un peu plus de cohérence dans, les scénarios qui sont générés. Maintenant, une fois ces 2 améliorations, apportées au GSE, j'ai voulu donc m'assurer qu'aucun biais n'avait été, introduit dans le modèle et pour cela, j'ai réalisé des tests de validation. Ces tests, ils sont réglementaires, ils sont donc demandés par la CPR et notamment donc j'ai réalisé des tests de martingalité sur les actions et sur l'immobilier qui permettent donc de s'assurer du caractère martingale de ces 2 actifs en vision risque neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création ou de perte de valeur. Ensuite, j'ai également réalisé, un test sur le nombre de scénarios. Donc au sein de mon modèle et de mon GSE, je suis partie sur une base de 1000 scénarios. 1000 scénarios, c'est le nombre de scénarios minimum demandés par la CPR et donc j'ai réalisé un test de convergence pour m'assurer que ce nombre était suffisant. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir d'environ 800 scénarios, c'est-à-dire, la barre en rouge, on a une certaine convergence et une certaine stabilité dans les résultats qui permettent donc de s'assurer que,
1000 scénarios, c'est suffisant pour les simulations réalisées. Et enfin, j'ai pu réaliser un test de fuite, donc en calculant l'écart de convergence du modèle. Donc j'ai obtenu un écart de convergence de -0,06 qui est assez faible et qui permet de s'assurer donc qu'il n'y a pas de biais dans le modèle, donc qui permettrait de créer ou de perdre de la valeur, artificiellement. Finalement, donc j'ai pu, valider les outils, c'est-à-dire le GSE et le modèle ALM, qui sont ensuite utilisés donc dans la suite du mémoire pour réaliser les études d'impact. Alors avant, de passer aux 4e et 5e parties qui sont vraiment le cœur du mémoire, je vais tout d'abord présenter l'organisme, d'assurance vie qui a été étudié, tout au long du mémoire. Cet organisme, il s'appelle Assuvi. C'est un organisme d'assurance vie fictif qui se veut, représentatif du marché et qui a été construit à partir d'une base de données réelle observée au 31 décembre 2018 qui a ensuite été vieillie. Donc au niveau des données de l'actif, d'Assuvi, l'actif a été déterminé selon, la composition moyenne des fonds euros à fin décembre 2020. Donc l'actif d'Assuvi, il est composé majoritairement d'obligations, donc 80. Ensuite, on retrouve 9 d'actions, 7 d'immobilier et 4 de liquidités. Ensuite, pour le passif d'Assuvi, donc qui a été obtenu par vieillissement de la base de données au 31 décembre 2018, le passif a été réparti en 6 model points. Donc ces model points ont été déterminés selon, leur taux minimum garanti, leur TMG. Et ce qu'on peut, observer, c'est qu'on a, au sein du passif d'Assuvi, plus de la moitié de la proportion des provisions mathématiques, donc 58 qui sont concentrés sur des, model points avec des TMG à 0 et 0,25. À partir, de ces données, donc, d'Assuvi, donc de l'organisme d'assurance vie qui est étudié, j'ai étudié tout au long du mémoire 3 indicateurs clés. Le premier indicateur, c'est le best estimate qui permet de donner un niveau d'engagement de l'assureur. Donc, ce best estimate est décomposé entre, BEG, c'est-à-dire best estimate garanti, qui est lié vraiment aux engagements contractuels de l'assureur, et la partie FDB qui est liée aux bénéfices futurs. Le deuxième indicateur qui est étudié, c'est, le ratio de solvabilité et le SCR, donc qui permettent d'avoir un niveau, de risque et de solvabilité de l'assureur. Et enfin, le dernier indicateur, c'est la PVFP qui permet d'avoir une vision du niveau de rentabilité et de rendement de l'assureur. Donc voilà, Assuvi, qui sera étudié dans les parties, 4 et 5, qui se veut représentatif du marché. Et donc les indicateurs qui sont actuellement à l'écran, constitueront notre scénario central, c'est-à-dire, les indicateurs au 31 décembre 2021. Donc maintenant, nous allons, pouvoir passer au cœur du mémoire qui sont les études d'impact. Donc dans un premier temps, nous allons aborder, la partie baisse des taux. Alors pour, modéliser la baisse des taux, pour simuler la baisse des taux, dans le modèle, j'ai retenu la courbe des taux EIOPA du 31 décembre 2020. Cette courbe, elle se caractérise par des taux négatifs à horizon 20 ans contre des taux négatifs à horizon 5 ans dans la vision centrale du, 31 décembre 2021. Au niveau des indicateurs et des impacts, la baisse des taux a pour effet mécaniquement une hausse du best estimate puisqu'on a un effet d'actualisation plus faible et on remarque également une forte hausse du best estimate garanti lié aux engagements contractuels puisque on a une plus faible capacité de revalorisation au-delà des TMG. Si on regarde maintenant le BSCR, on peut voir qu'on a une diminution du BSCR qui est portée, majoritairement par la diminution du SCR marché, puisque en contexte, de taux négatifs, le SCR de taux à la baisse n'est pas impactant. Donc comme là, on a des taux négatifs à horizon 20 ans, on a une baisse du SCR taux et donc une baisse du SCR marché. Au global, sur, la valeur du SCR, on a un effet d'ajustement qui est plus faible du fait de la diminution de la FDB et donc on a un SCR qui est relativement stable, mais des fonds propres éligibles qui sont en diminution, ce qui entraîne une baisse du ratio de solvabilité qui perd donc 41 points et qui passe de 192 à 151 en, vision de baisse des taux. Au niveau de la rentabilité, on est également impacté à la baisse puisque, la baisse des taux entraîne, une dégradation du résultat d'année en année. À partir de ce constat, donc des effets négatifs de la baisse des taux sur Assuvi, je me suis demandé en fait quels sont les leviers pour faire face à cette baisse des taux, quelles sont les actions que peuvent mettre en place les assureurs. Donc il y a plusieurs leviers qui existent, notamment, l'émission de titres subordonnés
pour venir gonfler les fonds propres éligibles. Mais, j'ai voulu proposer, une autre solution qui se base sur des TMG négatifs. L'intérêt des TMG négatifs, c'est, l'intérêt des TMG négatifs, c'est d'avoir un partage du risque entre assureurs et assurés, ce qui dénote des fonds euro classiques où le risque est entièrement porté par l'assureur et des UC classiques où le risque est entièrement porté par l'assuré. Alors pour voir les effets de la mise en place d'un TMG négatif, j'ai changé, le TMG, du modèle Point 1 dans mes études. Donc le TMG est passé de 0 en situation, classique à -0,5 dans cette situation avec TMG négatif et au niveau des indicateurs, cette modification a pour effet, comme attendu, une baisse des engagements contractuels puisqu'on n'est plus obligé de servir du 0 sur presque un quart des PM, donc on a une diminution notamment, du BEG. Par conséquent, on a une hausse des fonds propres éligibles et un SCR qui est quasiment stable, ce qui entraîne une hausse du ratio de solvabilité qui passe donc de 151 dans, la baisse des taux classiques à 166 dans cette vision avec, apport des TMG négatifs. On a également une hausse, de la rentabilité avec la hausse de la PVFP puisque, toutes choses égales par ailleurs, le la baisse du TMG entraîne, une hausse des résultats futurs. Donc les TMG négatifs, on voit qu'ils amènent de la solvabilité et de la rentabilité, donc ils sont bénéfiques pour Assuvi d'une manière générale. Mais dans le cas d'une commercialisation d'un tel produit, on pourrait se demander, est-ce que Assuvi a intérêt à lancer un tel produit? Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même s'assurer de l'aspect attractif du produit pour ne pas s'exposer potentiellement, à des rachats massifs dans le cas où les taux servis ne seraient pas assez élevés et donc qui amènerait une détérioration de la solvabilité à terme. Donc à partir de ces résultats, l'objectif du mémoire, c'était en fait de simuler le lancement d'un tel produit en contexte de baisse des taux et d'étudier la pertinence de ce produit, à la fois au regard de l'assureur, mais également au regard des assurés. Alors pour, simuler le lancement de ce produit, j'ai mis en place une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie, elle fait l'idée que comme on a une hausse, du ratio de solvabilité avec l'apport des TMG négatifs, l'assureur peut se permettre de prendre un peu plus de risques sur les marchés financiers, dans un but de dégager plus de rendement. Donc cette prise de risque sur les marchés financiers, elle se traduit par une allocation d'actifs plus risqués. Donc l'allocation d'actifs plus risqués, elle consiste en la hausse de la part de l'immobilier qui passe de 7 à 9 et l'investissement dans des obligations triple B contre uniquement des obligations triple A auparavant. Pour, modéliser, l'investissement dans des obligations triple B et avoir vraiment une idée de l'impact que cela pouvait avoir, j'ai intégré dans le GSE un modèle de crédit très simplifié qui se base sur un taux de défaut, déterministe qui est projeté sur l'ensemble, de la simulation. En plus de cette allocation d'actifs plus risqués et pour garantir l'aspect attractif du produit, j'ai mis en place une action de management qui consiste à favoriser les TMG négatifs dans la règle de distribution de PB. Au niveau des indicateurs avec, cette nouvelle stratégie, on remarque, donc un best estimate qui est quasiment stable, même si on a des impacts donc dans la répartition best estimate garantie et FDB. On a un SCR qui est en hausse, ce qui traduit en fait, la prise de risque plus importante sur les marchés, ce qui fait gonfler notamment, le SCR marché et au global, donc on a un ratio de solvabilité à 157 donc qui est plus faible forcément que, le ratio de solvabilité de 166 dans le cas où on a uniquement des TMG négatifs, mais qui reste toujours, plus élevé que dans la situation de baisse des taux classiques, même si on a pris plus de risques et donc on a un SCR plus important. Donc on voit que, ces TMG négatifs, ils amènent, même avec la nouvelle stratégie, ils amènent un gain de solvabilité à l'instant T. Mais pour, mieux évaluer cette stratégie et surtout simuler le lancement du produit, nous avons décidé au sein du mémoire d'avoir une approche prospective avec donc une projection à 5 ans. Cette projection à 5 ans, elle se base tout d'abord sur un scénario déterministe business plan qui est projeté donc de N à N+5. Ce scénario déterministe business plan, donc il permet, au-delà de projeter, l'évolution, d'avoir vraiment de refléter tout l'impact de la stratégie d'allocation d'actifs plus risquée puisque, on peut capter les rendements réels des actifs et à chaque pas de temps, j'ai réalisé donc des simulations, stochastiques en vision risque neutre cette fois pour, évaluer le ratio de solvabilité, sur 5 ans. Pour projeter le scénario déterministe business plan, j'ai pris un certain nombre, d'hypothèses monde réel, notamment sur le rendement des actifs, donc rendement actions, immobilier, rendement des obligations
Ces rendements, ils sont basés sur, des historiques de données. J'ai également donc projeté la courbe des taux forward pour évaluer la solvabilité à chaque pas de temps. Donc cette courbe des taux forward, elle a quand même tendance à augmenter d'année en année. Et enfin, j'ai simulé une collecte à hauteur de 5 des PM chaque année. En plus de ces hypothèses monde réel, le scénario business plan bénéficie d'une action de management pour garantir l'attractivité commerciale. C'est vraiment une action de management qui est représentative du lancement d'un nouveau produit, donc vraiment pour avoir une attractivité et attirer de nouveaux adhérents sur ce type de produit. Donc maintenant, si on évalue, l'impact, au niveau de la vision prospective et qu'on regarde tout d'abord les indicateurs projetés donc pour un suivi. Ces indicateurs, ils ont été projetés à la fois pour le scénario A, qui est, le scénario de baisse des taux classique, mais également pour le scénario B, qui est le scénario de lancement du nouveau produit. Si on regarde, tout d'abord le ratio de solvabilité, on peut voir que dans le scénario B, donc qui est la courbe en gris, on a, à horizon 5 ans, une amélioration assez significative de la solvabilité, avec un ratio de 202 contre 180 dans le scénario A, donc de baisse des taux classiques. On a une très légère baisse de la solvabilité en année N+1. Cette légère baisse, elle traduit en fait, toutes les management actions qui ont été mises en place pour garantir l'attractivité du produit, mais qui sont donc à terme bénéfiques, donc dès l'année, N+3 qui sont bénéfiques pour Assuvi. Et maintenant, si on regarde la rentabilité et le transfert de risque aux adhérents avec la FDB, on peut voir que dans le scénario B, on a une hausse de la rentabilité sur tout l'horizon de projection. Et de la même manière, dans le scénario B, on a, donc c'est la courbe en gris foncé, on a une part de la FDB dans le best estimate qui croît d'année en année. Donc ça traduit en fait le transfert de risque aux adhérents d'année en année dans le scénario B. Donc on peut dire que au regard d'Assuvi, cette nouvelle stratégie, ce lancement de nouveaux produits à horizon 5 ans, il est bénéfique puisqu'on a une hausse du ratio, une hausse de la rentabilité et un transfert de risque aux adhérents. Et maintenant, il paraît intéressant en fait de s'intéresser au point de vue des adhérents, qu'est-ce qu'il en est de leur côté. Pour cela, je me suis basée en fait sur le scénario business plan, c'est-à-dire la vision monde réel qui a été projetée sur 5 ans. Ce qu'on peut remarquer, c'est tout d'abord au niveau de la PB versée, donc dans le scénario B, on a une PB versée qui est plus importante. Ça traduit en fait la hausse de rendement qui a été dégagée, donc avec, la hausse de l'immobilier et l'investissement dans des obligations triple B. On génère, plus de rendement, donc heu, on verse également plus de PB. Maintenant, si on regarde les taux servis sur les différents model points, tout d'abord sur le model point 1. Donc je rappelle que le model point 1, hem c'est le modèle PON qui bénéficie d'un TMG à 0 dans le scénario A et d'un TMG négatif, dans le scénario B. Sur le modèle point 1, on a, sur tout l'horizon de projection, un taux servi qui est meilleur dans le scénario B. Donc ça traduit tout l'intérêt pour les adhérents de se positionner sur un TMG négatif. Maintenant, si on regarde, sur le reste du portefeuille, donc au global, on voit que, sur les premières années, on a un taux servi qui est relativement, égal entre les 2 scénarios. Mais dès les années N+3, N+4, on voit tout l'intérêt du lancement de ce nouveau produit et surtout de l'allocation d'actifs plus risqués, même pour, le reste du portefeuille qui, bénéficiera également de taux servis, potentiellement plus intéressants. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, également du point de vue des adhérents, ce nouveau produit, il a un intérêt et il peut donc leur permettre d'avoir un taux servi plus important, même pour l'ensemble du portefeuille. Alors pour revenir sur ce qui a été fait donc dans cette partie de baisse des taux, nous avons pu voir que, la baisse des taux, elle a des conséquences négatives, pour la situation générale d'un assureur vie. Donc, notamment, on a la diminution de la solvabilité et la diminution des indicateurs de rentabilité. Et pour faire face à ces conséquences négatives, un plan d'action a été mis en place. Ce plan d'action, il se traduit par la mise en place de TMG négatifs qui se présentent comme une stratégie alternative où le risque est réparti entre assureurs et assurés. Grâce au gain de solvabilité qui est dégagé avec la mise en place de ces TMG négatifs, il est possible de mettre en place une nouvelle stratégie qui consiste en une allocation d'actifs plus risquée et également de mettre en place une action de management pour avoir une attractivité commerciale. En évaluant cette nouvelle stratégie couplée au TMG négatif sur 5 ans, on a pu voir qu'un tel produit pouvait potentiellement être bénéfique à la fois pour Assuvi et également pour les adhérents. Maintenant, j'ai également réalisé dans le cadre du mémoire un sondage,
parce qu'on peut se demander, en fait, est-ce que, une clientèle serait prête à se positionner sur un fonds euro où potentiellement il y a un risque de perte? Et dans le sondage, j'ai pu, voir que, un peu plus d'un tiers des répondants étaient prêts potentiellement à se positionner sur ce type de produit où en fait on a, un risque de perte qui est limité puisque, dans le pire des cas, on va perdre -0,5, mais potentiellement en espérance de rendement, on pouvait avoir une espérance plus élevée que ce qu'on aurait avec un TMG, garanti à 0. Donc voilà pour la partie baisse des taux et nous allons maintenant pouvoir passer à, la dernière partie du mémoire qui concerne donc, l'impact de la hausse des taux avec un plan d'action associé. Donc pour remettre dans le contexte, lors de la définition de mon sujet donc qui était en octobre 2021, nous étions toujours en contexte de taux, assez bas et en fait, on a décidé d'intégrer cette partie au sein du mémoire au cours du début de l'année 2022, donc au vu de la forte remontée des taux et vu, l'évolution des taux depuis, même septembre 2022, donc date de ma soutenance, je pense que toute cette partie a vraiment, toute sa place dans le mémoire. Donc pour modéliser la hausse des taux, j'ai décidé de me baser sur la courbe des taux, EIOPA du 30 juin 2022. Cette courbe, elle se caractérise en comparaison avec la courbe du 31 décembre 2021 par, des taux, positifs sur, toutes les maturités et du point de vue des indicateurs, on peut voir que cette hausse des taux, elle entraîne tout d'abord mécaniquement une diminution, du best estimate par un effet d'actualisation plus fort et au niveau de la répartition entre BEG et FDB, on voit qu'on a une forte hausse de la FDB. Donc, la FDB représentait 6 du best estimate en vision centrale contre 11 en situation de hausse des taux. Maintenant, si on regarde, tout d'abord le BSCR, on voit qu'on a un BSCR qui est en hausse assez significative, par 2 raisons principales. Notamment, on a la hausse du SCR marché puisque, contrairement à la situation de taux négatifs, dans le cas où on a des taux positifs sur toutes les maturités, le SCR de taux est impactant sur toutes les maturités, donc ça entraîne mécaniquement une hausse du SCR marché. Par ailleurs, on a également une hausse du SCR vie puisque comme les marges réalisées sont plus élevées, mécaniquement les chocs vont être plus importants. On a, du fait de la hausse de la FDB, un effet d'ajustement plus fort, ce qui entraîne au global une légère hausse du SCR, mais une hausse plus significative des fonds propres éligibles. Donc on a au global une hausse du ratio qui passe de 192 en situation centrale à 203 en situation de hausse des taux. Si on regarde la rentabilité, on a également une forte hausse de la rentabilité avec la hausse des taux, du fait notamment de produits financiers plus importants dans les simulations. Donc d'une manière générale, on a, des effets positifs de la hausse des taux avec la hausse du ratio et la hausse de la rentabilité. Mais la hausse paraît tout de même assez, modérée, donc on gagne, uniquement 11 points entre la situation centrale et celle de hausse des taux. Alors qu'on a une très forte augmentation de la courbe entre, le 31 décembre 2021 et le 30 juin 2022. Donc la hausse paraît modérée et l'idée de cette partie, c'était en fait de voir quels étaient les effets qui pouvaient expliquer cette hausse assez modérée. Et pour mieux comprendre les effets, j'ai décidé de regarder les rachats conjoncturels. Ces rachats au sein, de mon modèle, ils sont, déterminés, modélisés selon une loi qui est, donnée dans les orientations de la CPR. Donc c'est une loi qui dépend de l'écart entre taux attendu et taux servi. Et ce qu'on peut observer sur cette figure, donc sur les 8 premières années, c'est une forte hausse, des rachats conjoncturels, donc de l'ordre de 4 à 5 qui s'explique, par un taux servi, donc c'est la courbe en gris, assez faible, donc à moins d'1 alors que le taux attendu est entre 2 et 3. Donc ce taux attendu entre 2 et 3 à l'époque, du la réalisation du mémoire, il était assez cohérent. Il l'est d'ailleurs toujours, mais ça correspondait au taux du livret A qui venait de passer à 2. Donc le taux du livret A, on sait qu'il se place comme une référence assez, directe et assez facile pour les épargnants et donc on pourrait peut-être revoir, en refaisant, les simulations, aujourd'hui, le taux attendu serait sûrement à la hausse puisqu'on voit que aujourd'hui le taux, du livret A est passé à 3. Mais donc ces rachats conjoncturels assez élevés, ils sont, pénalisants à la fois au niveau de la solvabilité puisqu'ils entraînent des engagements contractuels, mais ils peuvent également être très pénalisants en vision monde réel puisque, hem, en fait, lors d'une hausse des taux, on a une certaine inertie du portefeuille.
C'est-à-dire que, même si les taux augmentent, on a toujours en stock, dans le cas d'Achevis, 80 d'obligations qui potentiellement ont été achetées dans un contexte de taux bas, voire négatif, qui délivrent un rendement assez faible et qui surtout, dans le cadre d'une hausse des taux, se retrouvent en situation de moins-value. Donc, dans le cas où on aurait des forts rachats, de manière assez brutale, on pourrait être, obligé finalement, pour assurer l'adéquation entre actifs et passifs, obligé de céder des obligations potentiellement en moins-value, ce qui pourrait entraîner, pour l'assureur de forts risques de perte. Pour, contrer, cet effet des rachats conjoncturels, j'ai mis en place, une action de management, qui permettrait donc de limiter la vague de rachats. Cette action de management, elle se base sur un des leviers principaux en assurance vie qui est la provision pour participation aux bénéfices. Donc, cette provision, réglementairement, elle doit être reversée dans les 8 ans, suivant sa constitution, mais les assureurs sont assez libres dans son utilisation, d'année en année. Donc l'idée de cette action de management, c'était en fait d'avoir une redistribution de PB plus forte sur les premières années pour augmenter le taux servi et donc diminuer les rachats et améliorer la solvabilité. Donc si on regarde l'impact de cette action de management tout d'abord au regard des rachats, on peut voir que, le but est paraît atteint puisqu'on a un taux servi qui est plus élevé, donc qui est de l'ordre de 1 à 2 qui se rapproche de plus en plus du taux attendu par les adhérents et donc on a un taux de rachat conjoncturel qui est en forte baisse. Donc là, on a des taux de rachat de l'ordre d'environ 1 quand, tout à l'heure, on était, de l'ordre de 4 à 5. Si on regarde l'impact de cette action de management maintenant au regard de la cession d'obligations, on peut voir que sur les 8 premières années, de projection, on a donc dans le cas de la stratégie avec lissage de PB, c'est-à-dire avec action de management, on a une diminution de la cession d'obligations sur les premières années, ce qui, en fait, en vision monde réel, a, un fort impact puisqu'on sera moins à même de, céder des obligations potentiellement en moins-value. Donc maintenant, on va regarder ce qu'il en est, au niveau des indicateurs pour un suivi, après mise en place de cette action de management. Et on a, une hausse de la solvabilité, donc un gain de 12 points par rapport à la situation de hausse des taux classique. Donc c'est un gain de 12 points, assez, direct, juste en limitant en fait les rachats sur, principalement les 8 premières années. Et ça se traduit par une baisse du SCR du fait de la baisse, des engagements contractuels. On a une stabilité, des autres indicateurs, donc une stabilité du best estimate, mais par contre une assez forte hausse de la FDB, puisqu'on a moins d'engagements contractuels, encore une fois, comme on a moins de rachats, conjoncturels et la rentabilité est assez stable, dans les 2 scénarios. Donc cette action de management en cas de hausse des taux, elle est assez bénéfique également pour un suivi puisque ça lui permet de consolider, notamment son ratio de solvabilité. Alors pour revenir sur ce qui a été fait, dans cette partie de hausse des taux, on a pu voir que la hausse des taux, elle met en lumière une hausse de la solvabilité, mais qui est cependant assez modérée. Cette hausse modérée, elle s'explique parce que, sans réaliser d'actions annexes, on a, une hausse des rachats, ce qui entraîne en vision monde réel, un risque de cession d'obligations en moins-value. Donc j'ai mis en place une action de management qui permet à la fois de limiter ces rachats, donc qui est bénéfique en vision monde réel et qui permet aussi d'avoir un gain de solvabilité. Alors pour revenir, sur, le sondage qui a été réalisé, pour prendre un peu de recul par rapport à ce qui a été fait et ce qui est modélisé, dans mes études. En fait, dans toutes les lois de rachat, on suppose que, les assurés sont rationnels, c'est-à-dire que, dans le cas où le taux servi est trop bas par rapport au taux attendu, les adhérents vont acheter. Mais, lors du sondage que j'ai réalisé, j'ai pu voir que, un peu moins de la moitié des répondants ne connaissaient pas le taux servi sur son contrat d'assurance vie. Plus de la moitié, des répondants avaient choisi leur contrat d'assurance vie parce qu'il était proposé dans la banque ou l'assurance dans lequel ils étaient clients. Donc finalement, on peut se demander: est-ce que les adhérents sont rationnels? Est-ce que parce que le taux du livret A augmente, ils vont forcément plus racheter? Est-ce qu'on aurait les vagues de rachat auxquelles on s'attend? Pas forcément. Donc voilà, l'idée, c'était un peu de prendre un peu de recul et de donner des pistes de réflexion, quant à la rationalité des adhérents. Et enfin, il convient de rappeler que, la législation est là pour protéger les organismes d'assurance et notamment garantir leur stabilité financière. Donc on peut citer, par exemple la loi Sapin 2 qui permet de bloquer les rachats, dans les cas extrêmes, donc dans le cas par exemple où un organisme n'aurait pas du tout anticipé, des vagues de rachats.
Donc merci beaucoup pour votre attention. Ce mémoire a permis donc, vous l'aurez compris, à la fois d'évaluer les impacts d'une variation de la courbe des taux à la hausse ou à la baisse et de proposer, certains, leviers pour améliorer, la solvabilité des assureurs, mais également des produits qui pourraient être intéressants pour les adhérents, notamment le produit, proposant des TMG négatifs. Et d'autre part, ce mémoire a également permis, d'améliorer, un GSE inter de cabinet Actuelia, donc qui pourrait être, plus performant, plus précis et qui pourra, j'espère, être, utilisé dans le cadre de futures missions et je sais qu'il fait actuellement, l'objet également d'un mémoire en cours pour, encore une fois l'améliorer. Donc voilà, j'espère qu'il pourra être utilisé. Merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat et j'essaierai d'y répondre, du mieux possible. Merci. Alors j'ai une question sur le taux attendu, qui est, simulé dans mon modèle. Alors en fait, mon taux attendu, il tient, effectivement compte il prend également en compte, le taux du livret A, mais il prend également en compte, 2 assureurs. Donc, un assureur qui serait, très agressif avec, 20 d'actions dans son portefeuille et un autre assureur très prudent avec, 90 d'obligations dans son portefeuille et c'est une formule entre ces 3 taux donc assureur agressif, assureur prudent et taux du livret A qui me permet d'avoir le taux attendu au sein du modèle. Alors, j'ai également une question sur, l'action de management qui a été mise en place, dans le cadre de la baisse des taux. Donc c'est cette action de management. En fait, l'idée, c'était de se dire, comme les TMG négatifs permettent, d'amener de la solvabilité pour l'assureur, ils vont être favorisés, en fait, dans, la règle de distribution de PB. Donc c'est-à-dire que, le taux servi sur ce model point a été un peu boosté en fait sur les premières années pour favoriser ces TMG-là. Alors ensuite une question sur la projection, monde réel dans le scénario baisse des taux. Comment est-ce que j'ai projeté la courbe EIOPA en N+1, N+5? Donc c'est ce que j'expliquais, en fait, je me suis basée sur la courbe des taux forward, donc à partir de la courbe des taux du 31 décembre 2021. Et le léger biais qu'on peut, avoir avec cette courbe des taux forward, c'est qu'elle a tendance à augmenter, en fait, d'année en année. Donc c'est ce qu'on voit, en fait, au niveau des ratios de solvabilité. On voit que même dans le scénario A de baisse des taux classique, on a un ratio qui augmente, mais ça s'explique par cette courbe des taux forward, en fait, qui est en augmentation, d'année en année. Alors j'ai une question sur le produit ATMG négatif. Est-ce qu'il n'est pas plutôt adapté pour un scénario de baisse des taux plutôt qu'un scénario de hausse des taux? Si justement c'est, le produit avec TMG négatif est, préconisé pour la situation de baisse des taux. Pourquoi l'inflation n'est pas modélisée dans le GSE? Alors, l'inflation au sein du GSE, elle a été, stable. C'est l'inflation du 31 décembre 2021 qui a été retenue. Effectivement, elle a pas été, il y a pas de modèle pour, modéliser l'inflation, mais ça pourrait, totalement faire l'objet de futures évolutions au sein du GSE. Alors, j'ai une question. Dans un contexte de taux bas, le rôle de l'assureur n'est-il pas justement de protéger ses clients via la garantie du capital offerte par le fonds en euros? Si, en partie, forcément, mais l'idée, en fait, c'était, de se dire que, en garantissant, donc 99,5 du capital, on pouvait potentiellement avoir un taux servi qui serait meilleur que dans le cas où on garantit uniquement 0 et donc c'est ce que j'ai pu voir avec, le sondage, c'est que potentiellement, il y a toute une partie de la clientèle qui serait prête à, accepter de potentiellement perdre 0,5 de son capital, mais tout en ayant, en espérance de rendement, un rendement plus élevé que si on leur garantit juste 100 de leur capital. Le sondage a été réalisé auprès de qui? C'est un sondage que j'ai diffusé, à la fois sur LinkedIn et sur d'autres canaux. Il n'est pas forcément, représentatif, forcément de la population, mais c'était juste vraiment pour avoir un peu d'idées, amener des pistes de réflexion, en fait.
Alors comment est-ce que j'ai vieilli ma base de données d'actifs et de passifs? En fait, il y a uniquement la base de données, de passifs qui a été vieillie. L'actif, il a été déterminé selon, la composition moyenne des fonds euros, hem, en au 31 décembre 2020. Et pour vieillir le passif, en fait, donc je suis repartie de la base de données, j'ai fait vieillir donc forcément, l'âge, des assurés. J'ai revalorisé chaque année les PM au TMG et j'ai modélisé de la collecte, sur le modèle Point à 0 puisque, depuis 2018, les TMG étaient à 0 et 0,25. Alors j'ai une question sur la management action en hausse des taux. Comment est pilotée la PPB dans le cas hausse des taux pour servir plus de PB? En fait, dans le modèle, initial, qui était assez simplifié, la PB était on redistribuait en fait, 1/8 de la PPB chaque année et dans le cadre de cette management action, j'ai simulé, j'ai plus exactement les chiffres en tête, redistribuer la première année, 50 de la PPB, la deuxième année, environ 30. L'idée, c'était vraiment, voilà, d'utiliser le stock de PPB pour combler, cette vague de rachat, observée en hausse des taux. TMJ à -0,5, il est brut de frais, pardon. Est-ce que la réassurance est pris dans le mémoire? Non, pas du tout. Ça peut également faire l'objet d'une étude, effectivement en contexte de baisse ou de hausse des taux, mais ça n'a pas du tout été étudié dans le cadre du mémoire. S'il n'y a pas assez de PPE, en fait, vraiment l'idée là, c'était de faire avec les données que j'avais pour l'assureur à suivi. Après, s'il n'y a pas assez de PPE, forcément, c'est un problème d'optimisation, sous contrainte. Voilà, mais l'idée, c'était de vraiment montrer, le type d'action, faisable par les assureurs. Est-ce que le TMG négatif est une solution équivalente à une garantie nette de frais de gestion annuelle? Oui, forcément, ça s'en rapproche. Maintenant, là, l'idée, c'était vraiment, de coupler ces TMG négatifs avec, une allocation d'actifs plus risqués, donc vraiment une prise de risque également de la part de l'assureur, ce qui n'est pas forcément, réalisé avec les garanties nettes de frais. Alors j'ai une question, est-ce que j'ai pu modéliser l'impact des différentes politiques d'investissement des actifs en termes de duration? Non, pas vraiment. J'avoue que je ne me suis pas vraiment, le cœur du mémoire, c'était pas sur les durations, donc j'ai pas fait cette étude-là, forcément avec la nouvelle allocation d'actifs. Désolée si j'ai pas répondu à toutes les questions, il y en avait beaucoup, je suis peut-être passée à côté de certaines. Si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va pouvoir, s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas, d'avoir été, ici, aujourd'hui et merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas si jamais, vous avez, d'autres questions, futures. Merci beaucoup. Au revoir.